tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre existence, acquérir plus de stabilité, plus de recul, de vous libérer de vos difficultés, de vos souffrances, de vos obstacles, de créer plus de joie, plus de bonheur, plus de vie aussi dans votre existence. Toutes ces clés que vous allez découvrir, ce sont autant de pépites. Je dirais qu'à chaque leçon que vous allez découvrir, vous allez vraiment vous enrichir. C'est possible. On peut transformer son existence et c'est accessible à tous les êtres. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études supérieur, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités particulières. Tout le monde peut réaliser ce genre de choses si tant est qu'il a envie de l'intégrer dans son existence et quand même de fournir un minimum d'efforts pour l'intégrer. L'art de transformer sa vie, 31 clés pour y parvenir. Alors on va parler de la transformation, de la transformation de soi, mais souvent c'est pas quelque chose de très clair. On veut bien transformer des choses parce qu'on sent sans doute qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas harmonieuses, qui ne correspondent pas finalement à nos aspirations. Et donc on va voir, et surtout on va voir comment l'accomplir, comment le réaliser. Alors pour ma part, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant au mois d'octobre, le 27 octobre, donc c'est très bientôt, on va fêter l'anniversaire de Ressources Actualisation. 37 ans d'activité de Ressources Actualisation. J'ai eu le bonheur de commencer cette activité en 1987. Alors pour tout vous dire, en fait, je vous livrerai un petit secret qui n'en est plus un, puisque je n'arrête pas de le dire. Au départ, je voulais pas du tout, transmettre ce genre de connaissances. D'abord parce que je me sentais pas légitime à le faire, parce que je me posais des questions. J'étais encore très jeune à l'époque, et c'est une amie qui dirigeait un centre médico-psychopédagogique qui m'a dit: écoute, tu devrais aider des personnes. Je t'envoie une personne, tu verras. Elle a vraiment grand besoin de ce genre de démarche, et donc elle m'a envoyé une personne, et donc je l'ai accompagnée. C'était tout à fait comme ça, je dirais, entre nous, et puis et ça l'a beaucoup aidé, ça l'a véritablement transformé, c'est qu'à de le dire, et tant et si bien que comme c'est quelqu'un qui avait un énorme réseau, il a commencé à m'envoyer du monde, et puis je me suis retrouvé finalement malgré moi avec un cabinet. Je voulais pas du tout, et puis finalement ça a grandi. J'ai donc été en cabinet pendant 20 ans avant de proposer ces démarches en 2007 sur Internet. J'ai été consultant à France 3, je suis intervenu dans de nombreux centres hospitaliers de la région Strasbourg, à l'époque où j'exerçais, puisque mon cabinet était à Strasbourg. Et puis, je suis intervenu dans pas mal d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, puis aussi des grandes entreprises. Cette démarche a été adoptée par pas mal d'organismes aussi. Et puis aujourd'hui, on a l'immense bonheur d'avoir, grâce à un psychiatre, Dr Cyril Asif Thomas, apporté des lettres de noblesse à cette démarche, puisqu'il n'est autre qu'un des membres du comité éthique des hôpitaux français. Il est venu en stage, il a beaucoup aimé, il a même fait plusieurs stages, et il a suivi la démarche, il en a même préfacé la partie écrite de cette démarche. C'est juste pour vous dire, parce que ce sont des personnes qui en général ont un sens critique assez poussé et qui vont pas suivre aveuglément n'importe quoi, donc c'est pour vous un peu une garantie de sérieux. Pour ma part, ça fait 50 ans que je pratique la méditation. J'ai découvert ça à une période, j'étais très très jeune, j'étais à peine ado, et je me questionnais parce que je trouvais que le monde dans lequel je trouvais n'était pas très en paix. Il y avait beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse aussi, et donc je me questionnais, je voulais savoir. C'était à tel point qu'un jour un de mes oncles, parce que j'étais quelqu'un, j'ai longtemps dessiné, et il me voyait en train de dessiner, il m'avait demandé: qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et puis j'ai répondu de go, comme ça, très spontanément. Je lui ai dit: mais je veux être heureux. Puis il m'avait répondu: mais c'est pas un métier ça. Et je lui ai répondu: mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux? Et peut-être qu'on devrait commencer par là, parce que souvent on se lance dans une activité professionnelle, on fait des études, ensuite on se marie, on fait des enfants, on achète une maison, on se met des crédits sur le dos, etc., dans l'espoir
espoir de trouver le bonheur finalement. Parce que si on fait tout ça, c'est si on se lie à quelqu'un, si on fait des enfants, si on achète une grande maison, c'est parce que derrière, il y a évidemment l'idée du bonheur. Malheureusement, les Tibétains nous charrient parfois parce qu'ils disent, en fait, vous faites des études pendant 20, 30 ans, ensuite vous cherchez homme, femme, vous faites des enfants, vous avez une grande maison, vous achetez des voitures, vous mettez des crédits sur le dos, et puis vous arrivez à 40 ans, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça. Et puis il rit, c'est un petit peu caricatural, c'est vrai, mais c'est un petit peu de ça en fait, parce que c'est vrai que la question du bonheur, on la met pas au premier plan. C'est pourtant essentiel, parce que qu'est-ce que nous voulons dans la vie ? Être heureux, j'imagine, être heureux avec les autres, être en paix avec soi-même, être en bonne santé évidemment, avoir un métier dans lequel nous nous épanouissons, de se sentir en paix, en harmonie avec soi, avec le monde aussi. Et on ne peut pas dire, et particulièrement en ce moment, dans cette période particulièrement troublée, on entend énormément parler de guerre, alors qu'on espérait enfin trouver la paix dans le monde, et ça repart à pas mal d'endroits du globe. On est en train de vivre une catastrophe écologique majeure qui risque de nous emporter si on ne fait rien, et on assiste quand même à des nouvelles qui sont rarement réjouissantes. Donc comment est-ce qu'on fait pour être heureux au milieu de tout ce marasme, de tout ça? Et on va le voir, parce que c'est quelque chose qui m'interpelle depuis toujours, la souffrance humaine. Je suis très sensible à ça, d'abord parce que bien fallu que je me libère de la mienne, et puis de voir toutes les personnes aussi qui finalement n'ont pas la vie à laquelle ils aspirent. Et je sais que j'ai donné une méditation collective ce matin, parce que tous les dimanches vous pouvez aussi assister à des méditations collectives que je donne. Il y en a une par mois qui est en direct, et ce matin c'était en direct. Qui mieux finalement qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Et c'est sans doute ce dont on a le plus besoin dans notre société, dans notre culture. J'entends tellement de gens se plaindre qu'il n'y a pas d'amour dans nos sociétés, sauf que personne n'en met, donc on risque pas d'en avoir. C'est pas demain que ça va arriver. Et le sens même, on en parlera de la méditation, et de retrouver cette harmonie, de retrouver cette paix d'abord en soi-même, parce que c'est quelque chose qu'on peut propager. Pour les bouddhistes et tous les sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer, ça je vais vous en parler aussi, nous disent que finalement notre vie c'est une émanation de nos pensées. Et c'est exactement ce que Phineas Kimby, ce philosophe américain, dit aussi: votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Et tout ce qui nous arrive à l'extérieur est finalement simplement l'émanation de ce que nous portons en nous, de nos perceptions, nos représentations mentales, comme on les appelle en Occident. Et donc on va voir que c'est peut-être là qu'il convient d'agir. Alors comme je vous l'ai dit, je l'ai laissé entendre, sur ce chemin qui a été le mien, puisque j'ai commencé la méditation, on va dire en autodidacte, j'ai commencé à chercher à travers des ouvrages, j'ai mis en application, et puis j'ai vécu certaines expériences qui m'ont beaucoup interpellé, qui ont bouleversé, je dirais même, ma vision de la vie. Je commençais à entrepercevoir que finalement, on avait une vision très restreinte, pour ne pas dire carrément erronée, de la réalité, et donc ça commençait vraiment à m'interpeller. J'ai rencontré des scientifiques, j'ai beaucoup d'amis scientifiques d'ailleurs avec qui j'ai pu échanger, et puis j'ai rencontré tout au long de ma route, j'ai eu le bonheur de rencontrer tous ces sages de différentes traditions, indiennes, occidentales, tibétaines aussi, puisque j'ai eu l'immense privilège, l'immense bonheur de fréquenter un grand sage du nom de Shimen Rinzing Rinpoche sur une quinzaine d'années, et ça a été pour moi une rencontre extraordinaire, parce que cet homme, comment dire, reflétait vraiment ce qu'il enseignait. C'est souvent, on dit d'ailleurs dans les cultures des psys, souvent c'est le cordonnier mal chaussé. Beaucoup de thérapeutes, on dit que ce sont les cordonniers mal chaussés. Et là, c'est pour la première fois de ma vie, je rencontrais un homme qui était tellement en accord avec ce qu'il transmettait, qu'il reflétait tellement ce qu'il transmettait. D'ailleurs, ses disciples l'appelaient la force immobile, parce que tellement il était imperturbable. C'était quelqu'un d'assez incroyable. Et quand je l'ai rencontré, la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, mais il est la réponse que je cherche depuis toujours. Cet homme a réalisé quelque chose
à quoi j'aspire dans mon existence. Et je me suis dit, et donc évidemment, quand vous avez un repère comme ça, un repère aussi précieux, ben vous ne le quittez pas et vous avez envie de savoir comment il a réalisé, parce que c'est pas quelque chose qui, voilà, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est quelque chose qui se réalise par la pratique, et on va beaucoup en parler. D'ailleurs, c'était souvent une réponse qui me donnait à des questions, parce que comme je sortais de l'école de psychologie, j'ai fait plusieurs années d'études de psychologie, et donc je l'assaillais de questions, puis il me répondait souvent pratique. Et au début, ça avait un peu le don de m'agacer, mais finalement, il avait raison. J'ai compris que c'est vraiment par la pratique. C'est comme si vous voulez faire du vélo, c'est pas en regardant le vélo, ou la bicyclette si vous préférez. C'est pas en regardant la bicyclette que vous allez savoir faire de la bicyclette. Il faut monter dessus, accepter voilà, pendant un moment de tâtonner, de déséquilibrer, et puis jusqu'à ce qu'on trouve cet équilibre. Bien, la pratique, c'est exactement pareil. Alors, donc, l'art de transformer sa vie. Je dirais, c'est à la fois un art et c'est aussi une science, parce que sans connaissance, c'est très difficile de pouvoir transformer son existence. Et il faut s'entendre, qu'est-ce qu'on cherche à transformer réellement? Parce que j'imagine, et si vous êtes là à cette conférence, c'est que le sujet vous a interpellé et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, et qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, de transformer dans votre existence. On pourrait dire que fondamentalement, nous aspirons tous au bonheur, comme je viens de le dire, à travers toutes nos réalisations, que ce soit le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir des enfants, d'avoir un métier, parce que même si on dit, voilà, j'ai un métier, c'est pour gagner ma vie, d'ailleurs votre vie, vous n'avez pas besoin de la gagner, puisque vous l'avez déjà, et c'est pour acheter des biens, d'acheter une maison, etc., parce qu'on vit avec l'idée que tout ça va participer à notre bonheur. Alors, il est clair que ça apporte un certain confort, c'est indéniable, on ne va pas le nier, mais néanmoins, si ça apportait le bonheur, tout le monde devrait être heureux. Tous ceux, en tout cas, qui ont déjà l'essentiel, et pourtant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On a des taux de dépression énormes dans nos cultures, beaucoup de burn-out, beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété. On atteint des niveaux records dans le monde de la maladie mentale. Ça, maintenant, c'est un fait avéré. Et donc, on constate bien, je pense que si on ne se voile pas trop la face, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de souffrance. Et que finalement, la vie à laquelle nous aspirons n'est pas tout à fait présente dans notre existence. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? L'être humain est en transformation perpétuelle. Il change, qu'on le veuille ou non. Notre corps se transforme. On voit bien depuis Cro-Magnon, on n'a plus tout à fait le même corps, on n'a plus tout à fait non plus le même esprit, on n'a plus tout à fait le même mode de pensée, et puis on n'est plus tout à fait dans le même contexte non plus. On voit que le contexte évolue, et si encore une fois, on repart de cette idée que notre vie et le monde, finalement, est une émanation de notre esprit, eh bien, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a créé beaucoup de choses. On en est à l'ère de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui prend de plus en plus de place aussi, l'ère des ordinateurs et tout ça, qui ont complètement transformé notre existence. D'un côté, ça a simplifié beaucoup de choses, ça a permis des choses magnifiques, parce qu'aujourd'hui, en un temps record, on peut recevoir des informations qu'on ne recevait pas il y a encore quelques décennies. Moi, j'ai vu naître l'ordinateur, j'ai vu naître le téléphone mobile, et je vois comment ça change, et la vitesse à laquelle ça avance. Donc, de ce point de vue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais est-ce qu'on n'a pas délaissé quelque chose d'essentiel derrière tout cela? Est-ce qu'on n'a pas oublié l'être humain? Est-ce qu'on n'a pas oublié justement son bonheur? Parce qu'on se dit, on va avoir toujours plus de biens, toujours plus de choses comme ça. Et finalement, il y a beaucoup plus de pauvreté qu'il n'y en a jamais eu. Il y a de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, on voit des guerres partout, il y a des maladies mentales de plus en plus importantes. Donc il y a presque une espèce de folie collective qui est en train de s'emparer de la planète, où on assiste à des choses assez invraisemblables. Et donc on peut se poser la question, effectivement, si toute cette réalisation technologique qui a des bénéfices indéniables, en même temps, on n'a pas délaissé quelque chose d'essentiel dans notre existence. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir retrouver.
Alors comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la méditation très jeune et j'ai pu voir les transformations que ça a opérées dans mon existence et surtout la vision que ça m'a apporté. C'est pas une vision qui m'est propre, mais c'est au contraire ce recul, ce détachement qui manque tellement. Je vais essayer de manière simple, parce que depuis que j'enseigne, je dirais que ma principale motivation a été de rendre le plus accessible possible ce genre de connaissances qui n'est pas toujours facile d'accès. J'ai étudié de nombreux systèmes, de nombreuses traditions, que ce soit, évidemment, j'ai mis un peu mon nez dans la science parce que ça me passionnait, j'ai mis mon nez dans la psychologie moderne parce que ça me passionnait aussi, et puis, évidemment, j'ai surtout mis mon nez, et je dirais plutôt, plus que mon nez, j'ai mis surtout mon esprit dans la spiritualité à travers toutes ces traditions, que ce soit les Upanishads, que ce soit le bouddhisme, le christianisme aussi, j'ai étudié, j'ai effleuré un petit peu le Coran et tout ça, parce que je voulais savoir, je voulais comprendre ce qu'elles avaient en commun et qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter, pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont apparues dans le monde, qu'est-ce qui a fait. Et c'est vrai que la notion de religion, peut-être qu'on l'a oubliée, parce que religion, c'est relier, mais relier à quoi ? Toute la question qu'on devrait peut-être se poser. Et ça, c'est encore un autre sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, parce que ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on peut dire, c'est que en état vigile ordinaire, tel que la majorité des gens, on va dire 98% des gens vivent, on vit à travers notre perception ordinaire, comment dire, on voit le monde par l'intermédiaire de nos sens et par l'interprétation qu'en fait notre mental. Autrement dit, on ne voit pas réellement la réalité telle qu'elle est. Parce que si on essaie de poser un regard très objectif sur la réalité c'est quelque chose de changeant, de mouvant. Nous, dans notre perception ordinaire, on voit les choses de manière fixe. Il y a moi, il y a l'autre, il y a les objets, je peux les posséder, je peux les prendre, et on vit avec cette vision dualiste de la réalité. Et pourtant, quand on commence à examiner les choses d'un petit peu plus près, eh bien on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, et c'est peut-être ça qui génère beaucoup de souffrance, cette vision erronée de la réalité. D'abord, on se rend compte que tout change. On vit, tout est en transformation perpétuelle, puisqu'on parlait de l'art de transformer sa vie. La question est de savoir dans quel sens on va transformer notre existence. Tout change sans cesse. Mon corps change, vous voyez bien que depuis que vous êtes né, votre corps a bien changé, et vous savez qu'il vieillit, et qu'un jour, vous allez mourir. C'est un fait, c'est pas un malheur, c'est un fait, c'est la réalité. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir une maladie à laquelle on ne s'y attend pas, qui va peut-être raccourcir le temps qui nous était peut-être alloué dans cette existence. Mais néanmoins, on constate que finalement, tout change, tout se transforme perpétuellement. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, scientifiquement parlant, vous savez que votre corps, tous les 7 ans, change complètement. Vous n'avez plus un seul des atomes qui constituaient votre corps, ont complètement changé, complètement disparu. C'est juste un véhicule de l'information qui maintient la forme de votre corps. Mais tous les 7 ans, en fait, vous changez, tous les atomes de votre corps sont complètement changés. On ne retrouve plus un seul des atomes qui composaient votre corps d'avant. Donc c'est pour ça aussi, vous voyez, on est dans une illusion assez extraordinaire. Et puis, pendant longtemps, j'ai étudié aussi ce qu'étaient les sens, parce que je trouvais ça fascinant. Un jour, parce que mes premières études, j'ai fait des études techniques, et puis un de nos professeurs avait allumé une lampe noire. Vous savez sans doute ce que c'est qu'une lampe noire. Et il nous a montré par là que notre perception, rien que par cette lampe, avait complètement changé. Et il nous dit, mais elle est où la réalité ? Et il rallume la lampe, et on voit les choses par l'intermédiaire de nos sens. Et nos sens peuvent être altérés, changés, transformés, on peut avoir tout à fait une autre vision. Et puis là, j'ai commencé à me creuser la question, je me suis dit, mais quel serait le monde
si nous avions été conçus totalement différemment au niveau de nos sens, au niveau de nos perceptions. On sait que les insectes ne voient pas les choses de la même façon. C'est très bien que les animaux ne voient pas les choses de la même façon. Regardez le chien, il a une capacité à sentir des odeurs que nous ne ressentons même pas. Les sons, c'est pareil pour beaucoup d'animaux, etc. Et donc, comment est-ce que nous apparaîtrait le monde? Et là, c'est très interpellant. On se dit, mais quelle est la réalité en soi, telle qu'elle est vraiment? Et puis, vous pouvez voir, si vous avez déjà une certaine expérience de vie, que votre manière de penser a beaucoup changé. Et là, alors je ne sais pas si elle a évolué, mais en tout cas, elle s'est transformée. Et vous voyez bien que vos perceptions ont changé aussi. Et donc vous ne voyez plus tout à fait le monde ni les circonstances de la même manière. Parfois vous vous renforcez, vous vous durcissez dans vos croyances, dans vos idées, dans vos certitudes. Parfois au contraire, ça vous ouvre l'esprit, ça amène du changement dans votre existence, ça amène d'autres perspectives dans l'existence. Et donc on peut voir que finalement cet esprit n'est pas figé. Mais néanmoins, là aussi, on peut encore se poser la question, mais qu'en est-il de la réalité si finalement ma perception change? Et donc on peut voir que finalement, nous sommes tous enfermés dans une espèce de bulle, une bulle de croyance. Et est-ce qu'il n'y aurait pas encore autre chose? Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Et si je vous dis ça, c'est parce que la méditation va peut-être nous permettre de voir au-delà. Essayez d'imaginer maintenant, je vais essayer de vous positionner autrement, essayez d'imaginer que les nuages, par exemple, représenteraient vos pensées et vos émotions. Et le bleu du ciel, en arrière-plan, votre vraie nature, ce que vous êtes par nature. Et on peut essayer d'imaginer qu'en état ordinaire, en fait, on est complètement identifié, on ne voit que les pensées et les émotions, c'est-à-dire les nuages. On est enfermé dans les nuages. Mais on n'a aucune conscience du bleu du ciel. Sauf de temps en temps, il y a une petite percée qui arrive, et puis et c'est là où on sent un moment de bonheur, un moment de joie, sans raison apparente, sans raison extérieure. Il n'y a rien qui fait qu'on se sent plus léger dans l'existence. Et puis à nouveau, les pensées recourent, etc. Parce qu'il y a les préoccupations, surtout il y a des personnes qui sont très préoccupées, tous les grands anxieux aussi, produisent beaucoup de pensées, et qui fait qu'ils ont peu contact avec cette nature. Mais néanmoins, pendant un certain temps, vous pouvez avoir ce contact. Et c'est là que ça commence à être très intéressant. Et un sage disait, et peut-être que vous avez vu cette petite vidéo qu'on a diffusée avant cette conférence, un sage disait que la transformation, il parlait du papillon, parce que le papillon, c'est le symbole de la transformation. Il passe de l'état d'œuf à larve, ensuite en chrysalide, et ensuite il devient un papillon, ce magnifique papillon qui va pouvoir s'envoler. Et ce sage disait que la chrysalide, en fait, c'est un peu comme notre ego. On est enfermé dedans, le temps de cette gestation jusqu'à ce que nous puissions nous envoler, mais il s'agit de dépasser le stade de l'ego, égocentré. C'est-à-dire on est complètement centré sur soi. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus altruiste. On s'ouvre davantage au monde. Donc ça, en tout cas, j'ai trouvé cette présentation des choses extraordinaires. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que nous avons tous la capacité à transformer notre existence. J'en suis témoin, d'abord, parce que je l'ai réalisé. Ma vie n'a strictement rien à voir avec ce qu'elle était quand j'étais jeune. Et vous allez voir, à la fin de cette conférence, vous allez voir un témoignage, et on pourrait vous en fournir pléthore comme ça de personnes qui ont vraiment transformé leur existence. Et vous allez entendre une personne qui était aux antipodes de la méditation, qui pour elle c'était les gens perchés, etc. Vous verrez que c'est quelqu'un de bien, qui a bien les pieds sur terre, qui est très concrète. Elle va vous en parler. On pourra même d'ailleurs éventuellement vous donner accès au témoignage du docteur Cyril Asif Thomas que j'ai cité au départ. Heureusement, nous avons cette capacité de transformation. Nous avons le potentiel, nous avons les ressources. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que nous voulons vraiment accomplir notre vie? Est-ce que nous voulons devenir ce papillon qui va s'envoler? Alors ça va se traduire comment? Parce que ça peut faire un petit peu peur aux gens. Ils vont se dire oui, mais j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai un travail. Mais rassurez-vous,
vous allez le garder si ça correspond à vos tendances, à vos aspirations. Vous n'allez rien perdre. Au contraire, vous allez gagner beaucoup plus de choses. Votre vie va être plus haute en couleur, avec une perception beaucoup plus large, beaucoup plus vaste et beaucoup moins limitée que vos seules croyances, que vos seules pensées. Et c'est ça tout l'intérêt de la méditation. C'est pas non plus, contrairement à ce que certains auteurs semblent dire, c'est pas vivre des états particuliers de la conscience, c'est pas vivre des états de félicité ou ce genre de choses, c'est de voir très concrètement la réalité telle qu'elle est et de pouvoir évoluer au sein de cette réalité et d'amener notre existence vers plus de joie, plus de bonheur, plus de vie, j'ai envie de dire. Et comme je vous l'ai dit, ça fait 37 ans que j'enseigne cette démarche. Alors la démarche dont je vais vous parler, c'est fameuse 31 clés dont on a parlé au début. Vous raconter un petit peu l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, très jeune, j'ai découvert la méditation, d'abord en autodidacte. Et évidemment, j'imagine que ce n'est pas par hasard. Ensuite, j'ai rencontré... Alors d'abord, j'ai étudié la psychologie parce que je me posais des questions, je voulais savoir, je voulais pas devenir thérapeute, je voulais juste avoir des réponses à mes questions. Donc je suis d'abord allé à l'université de Nancy, en candidat libre, parce que moi j'ai fait d'autres études avant, puis donc je suis entré en candidat libre. Et je trouvais ça un petit peu sectaire, parce que si on parlait d'autre chose que de Freud, ça plaisait pas aux professeurs. Je leur posais des questions sur William James, Carl Rogers, etc. Et donc, je me faisais un petit peu rembarrer. Et je me suis dit, c'est pas tout à fait ce que je cherche. Donc, et j'ai pu découvrir une université qui enseignait selon le mode de l'université américaine en France. Et donc, j'ai pu faire mes études. Et là, j'ai pu effectivement poser des questions. J'ai eu même l'immense bonheur de rencontrer un jour Carl Rogers qui était venu en France. Et ça a été une rencontre absolument exquise. Et puis ensuite, ça a apporté certaines réponses, mais il y a une part de moi qui disait non, il manque quelque chose. Je n'étais pas complètement satisfait. Donc j'ai continué. Alors je suis passé par des périodes un petit peu troublées parce que je me suis retrouvé SDF, mais j'ai fait du théâtre de rue grâce à des amis artistes qui m'ont appris à le faire. Et puis j'ai pu continuer mes études. Et puis après, je me suis retiré pour aller méditer pendant toute une année. Et après, j'ai rencontré des sages, d'abord occidentaux. J'ai rencontré Karl Graf Durkheim, entre autres. Et puis, après, j'ai rencontré un swami. Et puis, j'ai rencontré mon grand ami et mentor, Gérard Durus, qui est décédé déjà depuis quelques temps. Et puis, surtout, Chimène Rinpoche, dont je vous ai parlé au départ. Et ça a été... la confirmation de ce que je cherchais, et surtout ça a été vraiment un grand bouleversement pour moi, parce que je me disais c'est possible, on peut réaliser, on peut transformer son existence, et c'est accessible à tous les êtres. Et c'est ça que j'ai apprécié, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études supérieur, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités particulières, il n'y a pas besoin d'être sportif, il n'y a pas besoin d'être... Tout le monde peut réaliser ce genre de choses, si tant est qu'il a envie de l'intégrer dans son existence et quand même de fournir un minimum d'efforts pour l'intégrer. Et donc, et c'est de toutes ces rencontres qu'est née la méthode dont je vais vous parler. On l'appelle la voie naturelle, mais c'est la science de l'éveil et du bonheur. Et vous allez découvrir 31 clés. Elles ont été... approuvé par des professionnels de la santé, comme je vous l'ai dit, mais aussi par tous ces sages qui en ont reconnu la validité. J'ai voulu, parce que je me suis rendu compte, en passant du temps avec les bouddhistes, que c'était pas, on pouvait pas tous, se raser le crâne, mettre une soutane, faire des clochettes, chanter tibétain, etc. Idem pour toutes les autres traditions. Tout le monde n'aspire pas à entrer dans une tradition avec tout ce que ça implique, parce que même tout le temps que j'ai passé avec les bouddhistes, je suis pas sûr d'avoir tout très bien compris, à part l'essence des enseignements. C'est pour ça que, comme j'ai eu la chance de fréquenter Chimène Rinpoche en privé, ça a été un grand privilège pour moi. J'ai pu vraiment bénéficier. Et c'est de toutes ces connaissances, toute cette quintessence de l'enseignement, vous allez accéder à des pépites extraordinaires. Tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre existence,
pour acquérir plus de stabilité, plus de recul, de vous libérer de vos difficultés, de vos souffrances, de vos obstacles dans l'existence. Et puis de créer plus de joie, plus de bonheur, plus de vie aussi dans votre existence, eh bien, vous allez avoir l'essence, toutes ces clés que vous allez découvrir. Ce sont autant de pépites. Je dirais qu'à chaque leçon que vous allez découvrir, vous allez vraiment vous enrichir. Alors, je vais essayer de vous résumer, de faire un court résumé. Après, vous pourrez me poser des questions. J'y répondrai vraiment volontiers. Alors, il y a 3 niveaux, parce que il y a aujourd'hui une méconnaissance en Occident de la méditation. Souvent, les gens pensent c'est une technique, je m'assieds sur un zafou, je me regarde respirer, je regarde mon nombril, ou je récite des mantras, ou je ne sais pas quoi, et puis on a tendance à croire que c'est juste une démarche. Sur ce plan-là, tous les sages, unanimement, que j'ai rencontrés, sont tous d'accord, et Matthieu Ricard le dit lui-même aussi, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. C'est tout un ensemble de pratiques, de connaissances aussi, qu'on vient d'acquérir pour accéder à cette réalisation. Donc c'est pas juste, j'entends régulièrement des personnes qui me disent mais moi je fais du MBSR, vous savez, la méditation pleine conscience, et ils pensent que ça c'est la méditation. C'est juste une toute petite partie de la méditation, pas grand chose. Donc il y a 3 aspects dans cet entraînement de l'esprit. Le premier aspect, c'est la stabilité de la conscience. Pourquoi ? Parce que si vous en avez certainement conscience, c'est que notre conscience a la fâcheuse habitude de suivre les pensées et de s'identifier aux pensées. Et c'est pour ça qu'on subit véritablement la tyrannie de nos émotions. Quand on est plein de colère, quand on est plein de peur, quand on est plein de jalousie, etc., et on est pris dedans et on n'arrive pas à s'en soustraire, on a l'impression, et parfois on peut vivre un véritable enfer. Et on voit bien que tout ça, finalement, c'est souffrance. Alors parfois les émotions ne sont pas très fortes, ça peut être tout à fait acceptable, mais de temps en temps, on vit une trahison, on apprend une mauvaise nouvelle, on a un accident, enfin bon bref, un échec, etc. Tout ça peut parfois nous mettre complètement par terre. Parce que le problème, c'est pas les conditions extérieures, c'est vraiment les émotions que ça réveille, puisque si vous savez très bien que si vous mettez 10 personnes dans les mêmes conditions, vous aurez 10 réactions différentes, 10 perceptions différentes, qui font que personne n'aura la même attitude face aux mêmes circonstances. Il y a des personnes qui seront capables de rester tout à fait tranquilles, tout à fait sereines, alors que d'autres vont véritablement s'effondrer, d'autres vont se mettre en colère, enfin bon bref, on a autant de réactions qu'il y a d'individus, parce qu'il y a autant de perceptions, de regards sur la situation différentes, autant de lectures de la situation. Et c'est là où la méditation va nous être très utile, parce que le premier volet va nous permettre de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'ignorer ses pensées, il ne s'agit pas de faussement se détacher, mais de prendre cette hauteur. Dalai Lama, un jour, donnait une conférence et il avait pris un œuf qui était posé, et il avait pris cet œuf, il a dit « Voyez cet œuf, si je le mets tout près du visage, je ne vois plus que l'œuf, mais si je le mets au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. » Et tout le reste, c'est quoi ? Eh bien, ce sont tous les potentiels que vous avez à votre disposition, toutes les richesses que sont les vôtres, et puis vous avez surtout une perception d'ensemble de la situation. Quand vous êtes collé dans vos émotions, quand vous êtes pris, et ça vous est tous certainement arrivé après coup, vous avez été pris dans un torrent d'émotions, puis les choses reviennent au calme, puis vous vous détendez un peu, puis vous voyez ce qui s'est passé, puis vous voyez comment vous avez réagi, peut-être comment vous auriez pu réagir aussi autrement, sauf que là il est trop tard, le tsunami vous a emporté, et peut-être que vous avez fait des dégâts et que vous regrettez. Alors si vous regrettez, c'est déjà une bonne chose. Donc, mais le recul vous permet d'apprécier la situation. Pourquoi ? Parce que la conscience a une qualité de connaissance. Mais tant qu'elle est collée dans les émotions, eh bien, vous n'en bénéficiez pas. Donc comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va entraîner la conscience à gagner en stabilité. Ça, c'est vraiment le premier volet. Aux origines, c'est
très important parce qu'aujourd'hui, comme on parle, j'ai entendu parler, moi j'ai vu naître ce courant alors que je pratiquais déjà depuis longtemps la méditation, j'ai vu naître ce courant de MBSR, de méditation pleine conscience, on le mettait à toutes les sauces. Ça a été, le terme a été choisi par Kabat-Zinn, Dr Kabat-Zinn, qui à l'époque, le terme de méditation posait problème, donc il a employé ce terme, et dans un cadre thérapeutique, ce qu'on a complètement oublié de dire. Et il savait très bien ce qu'il faisait, c'était dans un cadre. Après, ça a été sorti de ce cadre, et puis ça a été un petit peu répandu partout. Mais moi, ce qui me gênait, c'est que quand j'ai vu ce terme de pleine conscience, je me suis dit, bon, il y a quelque chose de juste, mais j'avais toujours l'impression de faire quelque chose d'un peu extérieur. À l'origine, on ne parle pas du tout dans la méditation. Il faut savoir que la méditation, ça existe depuis 4000 ans. À l'origine, on ne parle pas du tout de pleine conscience, on parle d'attention. Pourquoi ? Parce que l'attention, c'est une faculté que vous possédez tous. On sait tous ce que c'est que l'attention. Quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, votre enfant tombe par terre, vous le ramassez, vous lui prêtez de l'attention. Si je vous dis, par exemple, amenez votre attention sur votre bras droit, qu'est-ce qui va se passer ? Votre bras droit va exister un peu plus pour vous, momentanément, vous allez mettre un peu plus de conscience, etc. Donc, et en plus, ce qui est intéressant, dans le terme d'attention, il y a une notion de bienveillance. Prête de l'attention à quelqu'un qui a alité, il a pas forcément besoin que vous lui parliez ou que vous lui apportiez quoi que ce soit, mais juste votre présence. Et donc il y a cette notion de bienveillance. Et donc cette bienveillance, on va se l'appliquer à soi-même. Et Pema Chodron, une sage tibétaine, qui disait que la méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même. Et c'est ce que j'ai découvert quand j'étais avec les bouddhistes. Je trouvais ça extraordinaire parce que c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. On apprend à l'enfant dès son plus jeune âge à être bon pour lui. Nous, on prend plutôt le narcissisme, de veiller à la bonne image qu'on va donner, de faire attention à ce que les autres peuvent penser de nous, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est ça, parce que ça, c'est du narcissisme. Et là, prendre soin de soi, être bienveillant à l'égard de soi-même, ça n'est pas du narcissisme, c'est vraiment de l'amour, de la compassion, c'est de l'altruisme aussi, mais envers soi-même. Parce que, comment vous voulez prendre soin des autres si vous ne savez pas prendre soin de vous-même ? Et je vois tellement de gens qui veulent s'occuper des autres, qui ne sont pas bien, alors que s'ils commençaient déjà à être un peu plus bienveillants à l'égard d'eux-mêmes, d'avoir un peu plus de respect pour eux-mêmes, ben ça changerait beaucoup de choses. Donc, en fait, vous êtes la base. Vous êtes la base de votre vie. Si vous voulez avoir de bonnes relations avec les autres, ben commencez par avoir une bonne relation avec vous-même. Et ça, c'est vraiment le premier niveau. Qu'est-ce que ça va entraîner en plus ? Ça va entraîner que votre conscience va se stabiliser de plus en plus là où vous êtes. Dans l'instant. J'aime pas parler d'instant présent parce que le problème du présent, c'est une notion qui est complètement relative. C'est comme le passé. Le passé, il est terminé. Tout ce que vous en avez, ce sont des souvenirs. Et puis le futur, lui, il n'existe pas encore. Il va dépendre de ce que vous allez faire maintenant. Et puis le présent, à quel moment on peut dire, à quel moment le présent il commence et quand est-ce qu'il finit. Alors que les bouddhistes, eux, parlent d'instants de conscience. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste. En fait, vous vivez des instants de conscience. Et plus vous arrivez à être là où vous êtes, plus vous amenez de conscience là où vous êtes. Et vous êtes de moins en moins identifié à vos pensées. Le problème, c'est que quand on parle de ne plus être identifié aux pensées, on a l'impression qu'on est complètement détaché de tout, qu'on s'en fiche du monde, etc. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est vraiment, on est attentif, c'est-à-dire bienveillant à l'égard de soi-même. Alors on sait maintenant, parce qu'il y a des recherches qui ont été faites, il y a 2000 publications scientifiques sur ce genre de pratiques maintenant, donc on en connaît bien les effets. D'abord, ça va apporter beaucoup plus de calme, apporter une plus grande stabilité émotionnelle. On sait qu'au niveau du corps, il y a tout un ensemble de réactions physiologiques extrêmement positives, puisque vous allez avoir une normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le métabolisme va se mettre en état de repos profond et réparateur, les échanges vont se faire beaucoup mieux, les déchets sont mieux éliminés. Au niveau de l'électroencéphalographie, on va voir les ondes cérébrales se ralentir et on sait que les ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus lentes, contrairement aux ondes bêta, sont des ondes qui participent très largement à notre équilibre psychologique. Donc plus vous allez produire en quelque sorte de l'alpha, alors il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a des machines en quelque sorte qui induisent l'état alpha. Mais c'est induit, c'est pas amené de manière naturelle. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est vraiment c'est par votre attitude que vous allez retrouver, justement permettre à vos pensées de s'apaiser, de se tranquilliser.
Et il y a un autre point qui est très important, et ça c'est la base de la méditation, c'est l'apaisement. L'apaisement des pensées. Et comment il se produit justement? Si on comprend que les pensées, en fait, elles se nourrissent de l'importance que vous leur apportez. Et donc plus, c'est pour ça que parfois vous vous noyez, vous êtes dans la rumination complète, parce que vous n'avez aucun recul. Et en fait, plus vous donnez de l'importance à vos pensées, et plus elles vont en avoir, et plus vous allez avoir des pensées. Et alors que la pratique de ce type d'entraînement va faire que vous allez de moins en moins nourrir vos pensées. Et faute d'être alimenté, c'est un peu comme une conversation à laquelle vous ne vous mêlez plus, vous vous retirez, eh bien elle va s'arrêter. Et vos pensées vont se calmer. Et ça c'est un point qui est très important parce que si vous voulez y voir clair dans votre existence, il vous faut avoir ce recul, ce détachement par rapport à vous-même, cet apaisement. Il y a une très belle phrase qu'on dit dans le bouddhisme, de même que l'eau, si vous ne l'agitez pas, elle va s'éclaircir. De la même façon, votre esprit, si vous ne le manipulez pas, eh bien, il va s'apaiser et vous allez avoir une vue plus claire. Et cette vue plus claire, elle va être apportée par cet apaisement que vous allez installer, qui va devenir de plus en plus un réflexe, qui va devenir de plus en plus une habitude. Ça, c'est la base de la méditation, mais ce n'est pas toute la méditation. Il y a un autre aspect qui est très important, deuxième volet, ce qu'on appelle le jeu des antidotes, les antidotes des postures mentales. Shinmyo Rinpoché, pour ne citer que lui, encore une fois, disait que l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, nous aspirons au bonheur, nous aspirons à avoir une vie épanouissante, heureuse, à tous les niveaux. Et puis de l'autre côté, eh bien, il y a les freins. C'est le deuxième moteur. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, nos vues, les perceptions dans lesquelles nous sommes enfermés, nos peurs, tous nos sentiments négatifs, la culpabilité, parce que ça c'est quelque chose qui est très fort en Occident. Et donc tout ça constitue autant d'obstacles qui vont nous empêcher d'avancer dans notre existence. Donc d'un côté, on va vouloir avancer, et de l'autre côté, on va être retenu. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce deuxième niveau? On va donner de la puissance à nos aspirations, on va les légitimer, et on va voir comment on peut faire. Et puis on va neutraliser ce moteur qui tire en arrière, toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer. C'est d'imaginer quelqu'un qui monte sur un plongeoir, et puis il s'apprête à plonger, puis à la dernière minute, il prend peur. Devinez ce qui va se passer quand il va arriver en bas. Il n'est pas unifié, il ne fait pas un avec son geste, et donc on peut deviner que ça va faire mal quand il va atterrir. Et bien on est un petit peu dans la même situation, c'est que d'un côté on aspire, mais après on a très peur de recommencer. Et donc on va voir comment on peut faire pour avancer dans l'existence. La première chose qu'on fait dans ce deuxième niveau, c'est qu'on prend déjà un peu plus de hauteur. On l'a déjà fait dans le premier niveau, mais on va accentuer cette hauteur par rapport à soi-même. Vous avez certainement dû remarquer que parfois, ça nous arrive tous d'avoir des sauts d'humeur, de se laisser prendre par nos émotions. Et qu'est-ce qui se passe habituellement? Eh bien, on applique une espèce d'auto-jugement à l'égard de soi-même. Soit on va s'en vouloir, soit on va détester l'autre, enfin bon bref. Et puis on va être dans quelque chose d'assez négatif. Et on va donc être dans une sorte d'autodépréciation. Et bien là, on va vous montrer comment on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège et de garder son recul, ce qui va vous permettre d'apprécier la situation à sa juste valeur, de ne pas vous mésestimer. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, la culpabilité. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est un obstacle majeur, particulièrement présent dans notre culture. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre inconscient collectif. On se travaille avec ça depuis plus de 2000 ans, et parfois j'entends les personnes qui disent oui mais mes parents étaient très culpabilisants, mais c'est pas vos parents, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération depuis très très longtemps, depuis des millénaires. Et donc c'est tellement ancré que c'est un mode de pensée, on ne fait même plus attention, et parfois ça crée beaucoup de dégâts, parce que d'abord ça nous entraîne dans les cas extrêmes à un comportement destructeur ou autodestructeur. Ça peut conduire au suicide, ça génère énormément de maladies dues à la culpabilité. Et ça nous empêche d'apprécier les choses à leur juste valeur. J'entends trop souvent
même des auteurs, dire que c'est pas bon de se libérer de la culpabilité parce que ça ôte le sens de responsabilité. Mais je me dis, mais où est le sens de responsabilité dans la culpabilité, puisque on s'auto-juge constamment et ça nous empêche au contraire de reconnaître nos erreurs très souvent parce qu'on se sent tellement coupable, on a honte et on va même refouler, on sera incapable de reconnaître que voilà, on a fait causer du tort à quelqu'un ou à des personnes, ou ça a eu des incidences de manière générale. Alors que quelqu'un, au contraire, qui est libre de la culpabilité, est tout à fait capable de reconnaître ses responsabilités et va être tout à fait capable aussi de manifester du regret. Donc c'est tout l'inverse d'un manque de responsabilité. Ça va vers quelque chose de beaucoup plus sain. Puis ensuite, vous allez avoir des pratiques comme l'acceptation de soi qui vont vous aider à mettre un peu plus en lumière vos ressources, vos capacités, à poser un regard très différent sur ce que vous considérez comme vos défauts, comme la négativité. Donc vous allez avoir un regard beaucoup plus, on va dire, bienveillant à l'égard de vous-même. On va voir les pratiques aussi pour vous aider à canaliser vos énergies pour aller dans le sens de vos aspirations. Comme disait Freud, le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour unifier ces énergies. Eh bien, on vous montre exactement ce que vous devez faire pour le réaliser. On voit des pratiques évidemment que vous connaissez sans doute, comme la visualisation, l'imagerie mentale, la suggestion, qui sont des pratiques extraordinairement puissantes si on sait les utiliser avec intelligence aussi, parce que je vois là aussi, c'est pareil, je vois des auteurs qui confondent visualisation et imagerie mentale, ce qui n'a strictement rien à voir. Et là, il faut pouvoir faire la part des choses et savoir habilement utiliser l'un comme l'autre. Et puis, on va découvrir des pratiques pour renforcer la motivation, parce que la motivation, c'est un moteur. Et si votre moteur, il est faible, eh bien vous êtes exactement comme quelqu'un qui essaie de monter une pente avec sa voiture, mais la voiture, elle a un moteur faible, et vous risquez même de faire du reculon. Alors que si vous avez une motivation forte, eh bien vous êtes capable de monter allègrement, et même de faire fi des obstacles qui se dressent sur votre route. Au contraire, vous les intégrez dans votre expérience de vie, alors qu'une personne qui a une motivation faible, eh bien tous les obstacles deviennent autant d'excuses d'abandonner, et malheureusement la personne ne réalise rien dans son existence. La confiance en soi aussi, c'est un volet qui est très important parce que c'est le pilier de la réussite d'une vie. Si vous manquez de confiance en vous, comment vous allez mener à bien vos projets, puisque chaque fois vous allez douter de votre capacité à mener à bien votre projet. Et puis c'est pareil dans vos relations, comment vous allez construire des relations heureuses si vous doutez de vous, comme disait Shimon Rinpoché, si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Donc c'est très important, c'est un volet qui est très important qu'on ne pouvait pas négliger non plus. Et puis on termine sur une pratique qui s'appelle l'équanimité des sentiments, qui est très déculpabilisante, qui va vous aider à légitimer vos aspirations aussi, parce que tant qu'elles ne sont pas reconnues, légitimes, à vos propres yeux, mais je parle au niveau de votre conscience, pas seulement juste de votre vision ordinaire, eh bien, vous ne pourrez pas le réaliser, parce que si au fond de vous, vous pensez ne pas mériter ce à quoi vous aspirez, il n'y a aucune raison que vous le réalisiez. Et on termine sur une initiation à la véritable nature de l'esprit, le fameux bleu du ciel dont je vous ai parlé au début de cette conférence. Et là, on atteint le troisième volet. Comment accéder à ce bleu du ciel? Comment faire la part des choses entre, d'un côté, les nuages qui représentent nos pensées et nos émotions, et comment réaliser cette nature dans laquelle sont tous nos potentiels, toute notre richesse. Et c'est là où on va trouver notre bonheur, notre accomplissement, et qui va faire qu'on ne se trompera plus sur la véritable nature des phénomènes. Alors un point par rapport à ce troisième volet, parce que je vois beaucoup de personnes qui pratiquent la méditation, des méditations simples, comme justement la pleine conscience, etc., mais qui me disent, mais bon, tant que je pratique, ça va, et je sors, les circonstances adverses se pointent, les choses ne vont pas comme je veux, puis je suis reparti dans l'énervement, etc. Je dis, mais c'est normal, parce que en fait, vous ne vous êtes pas libéré de vos pensées, parce que vous n'avez pas conscience de la vraie nature de vos pensées. C'est très important, et là, on va voir des pratiques très puissantes qui vont vous aider à vous défaire de cette vision complètement erronée qu'on a des pensées et qui continue malgré nous à nous manipuler. Et il y a une démonstration absolument extraordinaire. D'ailleurs, j'ai eu simplement, regardez, c'est extraordinaire. Prenez
n'importe quelle pensée qui s'élève à la conscience, vous avez bien conscience que ces pensées ne restent pas dans le champ de conscience. Vous avez pensé que vous aviez ce matin, elles sont plus là, vous en avez d'autres, et elles ont changé tout au long de votre journée. Ça change très très vite une pensée en réalité. Et c'est très intéressant, mais quand une pensée apparaît et qu'elle disparaît, vous n'avez pas l'impression de disparaître avec la pensée. Ce que vous êtes fondamentalement ne s'en va pas avec la pensée. Vous êtes là en arrière-plan, conscient de la pensée qui s'est élevée et qui est partie. On est d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pensée, vous n'êtes pas la pensée, puisqu'elle change, et vous allez avoir une autre pensée. Sinon, vous êtes quelle pensée ? Et ces pensées changent sans arrêt. Et regardez, comme je vous l'ai dit, tout au long de votre vie, votre manière de penser a complètement changé. Mais qui fait l'expérience de la pensée ? Qui est conscient de la pensée ? Vous voyez, ça pose pas mal de questions. Suis-je le corps ? Mais le corps, il change tout le temps. Il se transforme tout le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Scientifiquement, on sait que tous les 7 ans, on ne trouve plus un seul des atomes qui constituaient votre corps. Donc, qui suis-je ? Et on arrive à cette question fondamentale, parce qu'elle est fondamentale. Parce que là, on commence à sortir du dupe de nos perceptions ordinaires, de l'appréciation qu'on a. Nous, on vit avec l'idée d'une perception avec des objets bien délimités, ils ont une identité solide, etc. Et pourtant, quand on commence à creuser la question, tout ça commence à s'effriter. C'est un peu comme si vous voyez un nuage. Un nuage, c'est très intéressant, parce que je trouve que, comme image, on ne fait pas mieux. Le nuage, il va se construire, mais comment est-ce qu'il va se construire ? Comment il va se manifester ? En fait, il va se manifester à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions qui vont se réunir et qui vont faire que ce nuage apparaisse. Mais ce nuage va changer de forme tout au long de son existence. Et il change de forme à la faveur du changement des causes et des conditions qui se sont réunies pour que ce nuage se manifeste. Et il va disparaître, il va se dissoudre à la faveur du changement des causes et des conditions qui ont permis sa manifestation. Ça veut dire quoi ? C'est que ce nuage n'existe pas par lui-même. Il existe parce qu'un grand nombre de causes et de conditions se sont réunies. Mais il n'a pas d'identité solide, il n'a pas d'identité immuable. Autrement dit, ce que je perçois, c'est un phénomène qu'on appelle nuage, un phénomène changeant, une émanation. Eh bien, appliquez ça à vos pensées. Vous commencez à regarder vos pensées. Et vous allez voir que ça change, vos émotions changent sans arrêt. Vos pensées changent sans arrêt. Mais alors, qui suis-je ? Et là, on arrive à une question fondamentale et qui peut donner tout son sens à notre existence. Et c'est là où ça devient véritablement passionnant. Parce que vous ne subissez plus votre destin, vous ne subissez plus tout ce que vous vivez. Parce que vous avez les ressources de changer cela. Vous avez, si tout ce que nous vivons finalement est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, ça veut dire que rien n'est figé dans l'existence, que tout peut être transformé, si nous savons nous y prendre. Et c'est exactement ce que disait Bouddha. Ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. C'est pour ça que s'inquiéter pour demain, ça ne sert strictement à rien. Parce que si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer obtenir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là le grand secret. C'est que grâce à la pratique, toutes ces pratiques dont je viens de vous parler, vous avez la capacité à changer cela, à insuffler votre esprit dans le sens d'un plus grand bonheur, dans le sens de vos aspirations. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions, et puis après, je reprendrai la main et je vous expliquerai comment vous pouvez acquérir cette démarche. Bonjour, est-ce que votre méthode peut m'aider dans mes crises d'angoisse et de peur de l'avenir ? Si vous avez écouté la conférence depuis le début, vous devez le savoir. Maintenant, j'ai pas envie de faire croire au miracle. Parce que cette démarche, et je me rends compte depuis que j'enseigne, ça fait 37 ans que j'enseigne, seules les personnes qui la mettent en application voient leur vie changer.
Ben, ça va vous paraître évident, mais non, parce que je vois trop de personnes qui attendent un miracle, qui veulent des trucs et qui s'impatientent parce qu'ils voudraient que tout change tout de suite. Alors c'est vrai qu'on est à une ère, on va prendre un médicament très fort, hop, ça y est, le mal de tête disparaît, sauf que on a flingué le foie, puis après on va avoir d'autres problèmes, et on est vraiment dans cet esprit où on veut que tout disparaisse, tout aille très vite. Ce matin, j'expliquais que parfois les personnes viennent, elles arrivent, et je leur dis, mais vous avez mis combien de temps pour acquérir toutes les habitudes? Les personnes, ils ont 40, 50 ans, ou même 30 ans. Je veux dire, vous avez mis tout ce temps. Et vous voudriez que ça se défasse comme ça, en un claquement de doigts. Mais c'est en appliquant. Et on rencontre deux grands obstacles dans les cultures. La peur, enfin, pas dans les cultures, de manière générale. C'est ce que disent d'ailleurs tous les sages. La peur et la paresse. La peur, souvent la peur du changement, parce que ouais, qu'est-ce que je vais devenir si je change, et puis la paresse, c'est ah oui, mais il faut faire des efforts, il faut pratiquer, etc. Alors, il y a juste un petit truc que je ne vous ai pas dit dans cette conférence, qui est vraiment essentiel. Parce que quand j'ai commencé à enseigner en cabinet, et que je disais aux gens, je disais, bon, bah maintenant vous allez pratiquer tous les jours. Et je voyais la tête qu'il faisait. Je me disais, qu'est-ce qui leur arrive? Je ne comprenais pas. Et j'avais oublié de leur dire, mais vous allez vous faire plaisir. En fait, c'est parce que dans notre culture, j'ai constaté qu'on associait effort et contrainte. Effort égale contrainte. Dans l'inconscient collectif, effort égale contrainte. Bah, tu gagneras ton pain sur de ton front. Et on le garde quand même depuis quelques millénaires, celui-là. Puis aujourd'hui encore, on a beaucoup de mal. Et on a du mal, d'ailleurs, de se dire comment je peux obtenir des résultats dans le plaisir. Et vous voyez, même nos jeunes, on leur casse les pieds dès la maternelle, on leur colle les bons points, on est dans la performance, etc. Mais jamais dans le plaisir. Alors pourtant, vous regardez un enfant qui joue, il fait un effort, mais c'est plaisant. Alors j'ai envie de vous dire, si vous avez 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour, eh bien cette démarche, elle est faite pour vous. Mais c'est incontournable. Vous, comme n'importe quelle discipline, vous ne saurez jamais parler anglais si vous ne parlez pas anglais régulièrement, si vous ne faites pas vos leçons régulièrement. Sauf que là, c'est différent encore de l'anglais, parce qu'il n'y a rien à apprendre par cœur, c'est juste pratiquer, se faire plaisir tous les jours. Et là, petit à petit, vous commencez à instiller le changement dans votre existence, parce que vous êtes justement dans une démarche plaisante. Et du plaisir va naître le plaisir, de la contrainte naît toujours la contrainte. Donc voilà, donc je dirais que oui, ça peut vous aider. Comment apaiser ses pensées? Faut-il parvenir à cesser de penser? Alors ça, c'est la grosse blague que beaucoup de profs de yoga transmettent depuis très longtemps. J'ai jamais rien compris à ça, parce que il y a un proverbe tibétain qui dit: c'est beaucoup demander que d'avoir du thé sans feuilles et de la viande sans eau. C'est beaucoup demander à notre esprit de ne pas penser. C'est impossible, on ne peut pas faire le vide. Vous ne pouvez pas faire le vide, ça ne marche pas. Là, vous avez une pratique, d'ailleurs, si vous étiez là au début de la conférence, vous avez dû me l'entendre dire, en fait, la pensée se nourrit de l'attention que vous lui donnez. Plus vous donnez de l'importance à vos pensées, c'est un peu comme une conversation. Vous savez, vous êtes pris dans une conversation, et puis vous l'alimentez, cette conversation. Elle ne va pas s'arrêter puisque vous l'alimentez. Et dès que vous cessez d'alimenter la conversation, elle s'arrête. Et bien là, c'est pareil. Les pensées, elles vont s'apaiser. Mais ça, c'est par la pratique. Donc ça, c'est tout le premier niveau de la démarche. Comment peut-on s'initier à la méditation? Je viens de vous le dire, c'est toute la démarche que je vais vous montrer après. Comment être serein quand vous avez des voisins toxiques depuis 30 ans? Alors, il faut déménager, je ne vois pas d'autre réponse, déménager ou effectivement pratiquer. Peut-être que la méditation va vous aider à les accepter un peu plus, puis peut-être créer un climat un peu plus agréable avec eux. Alors, je ne connais pas le contexte, je ne suis pas à votre place, je ne sais pas ce qui se passe, donc je serais très maladroit de vous donner des réponses, mais là, il y a des conditions extérieures sur lesquelles il convient d'intervenir. Le deuxième volet est très intéressant. Est-il possible d'avoir des précisions? Oui, on va vous donner accès. Vous allez même pouvoir tester la démarche si vous ne partez pas trop vite. Tout de suite après la conférence, on va vous donner un accès. Vous allez pouvoir tester. Puis vous aurez tout le programme. Vous pourrez voir, tout est détaillé. Je ne voulais pas le faire dans la conférence parce que ça aurait pris beaucoup de temps. Comment se défaire de ces pensées négatives? Ça me met
ça me met mal chaque fois que j'ai des pensées. Ces pensées, oui, forcément. Mais là, c'est une question de pratique. C'est vraiment la pratique qui va vous aider à faire que vous serez de moins en moins identifié à ces pensées et que vous les nourrissez de moins en moins. Et puis, il y a le troisième volet qui est passionnant aussi, qui va vous aider à vous défaire du dupe de vos pensées, parce que vous leur donnez une réalité, donc vous vous battez contre vos pensées. Mais c'est un petit peu, j'ai essayé d'utiliser l'image pour ça. C'est d'imaginer, vous êtes face à un hologramme, mais vous ne savez pas que c'est un hologramme. Puis il est très menaçant, vous avez très peur, puis vous êtes coincé dans la pièce, vous n'osez pas bouger. Je sais pas, on peut imaginer que vous mettez une boue, puis vous trébuchez, puis hop, vous traversez l'hologramme. Et là vous vous dites, mais non, c'était qu'un hologramme. Qu'est-ce qui se passe? La peur disparaît. Parce que vous avez conscience de la nature de cet hologramme. Maintenant, vous savez que c'est un hologramme, donc ça ne vous impressionne plus. Et bien, quand vous avez... Là, le comprendre intellectuellement, ça ne sert strictement à rien. Mais dès que vous avez conscience de la vraie nature de vos pensées, elles ne vous manipulent plus, c'est terminé. Comment identifier les causes et conditions des pensées négatives? Par la pratique, par le recul. La méditation va vous donner ce détachement salutaire. Tant que vous êtes collé aux pensées, vous ne pouvez rien faire. Sinon, ça devient une démarche analytique. Alors là... vous remuez dans les sables mouvants et vous vous enfoncez un petit peu plus. Comment effectuer le pardon sincère et ressentir en étant sincère, en étant authentique, mais c'est un cheminement le pardon. C'est qui va faire qu'à un moment ça va aller de soi. Nous avons toutes et tous une histoire, et nous traversons des étapes dans nos vies différentes, le nez dans le guidon, nous sommes pétris de schémas de fonctionnement, c'est vrai, nous construisons au mieux, tendons d'évoluer, d'apaiser souffrance, de pardonner pour aller mieux, néanmoins, nous sommes tous capables d'avancer. Point d'interrogation. Ben oui, bien sûr. Si vous avez compris, quand je vous ai parlé de l'exemple du nuage, et de comprendre que notre vie, finalement, c'est un aboutissement, comme ce nuage, c'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions qui remontent à la nuit des temps. Et ça veut dire que c'est changeable. On peut transformer tout ça, mais à condition d'appliquer la bonne façon de faire. Comme je vous l'ai dit, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, mais vous aurez exactement les mêmes résultats. Ça ne peut pas être autrement, c'est même évident quand vous y pensez. Et donc si vous commencez, mais pour ça, il faut avoir suffisamment de détachement par rapport à soi, il faut avoir les bons outils, pour être habile dans sa façon de procéder. Et là, vous pouvez commencer à changer votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon de vous exprimer, et vous allez avoir des résultats très différents. Regardez le témoignage de Nathalie, tout de suite après la conférence. Elle a commencé sur le tard, et c'est quelqu'un, elle a fait plusieurs stages, c'est quelqu'un qui est rayonnante, sa vie est complètement transformée. Il y a même un truc qu'elle ne dit pas dans le témoignage, quand elle est venue, elle était handicapée physique, elle avait un énorme handicap, elle claudiquait, elle ne claudique plus. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est que, elle a fait tout ce qu'il fallait, elle a été manipulée, elle a vu des ostéopathes, etc. Mais il n'y avait rien qui faisait. Et puis, je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui a fait qu'elle a complètement lâché. Et maintenant, elle marche normalement. Elle pourrait d'ailleurs vous en parler volontiers. Je vois une dernière question qui arrive. J'y réponds et après, je vous donne l'accès. On donne de l'importance à nos pensées, mais comment savoir si on est dans le vrai ou pas? Quand une pensée, je dirais, la pensée par nature, c'est d'ailleurs un sage tibétain, c'est un sage indien qui disait « Tous vos jugements sont faux », parce qu'il repose sur une élaboration mentale, sur une construction mentale. Ça ne traduit jamais la réalité en soi telle qu'elle est. Et donc, il y a, par exemple, dans le troisième niveau, vous avez des pratiques très puissantes comme la méditation sur l'impermanence, sur l'interdépendance, sur la vacuité, et ça vous amène à prendre conscience, comme je le disais tout à l'heure, de la vraie nature des phénomènes. Quand je vous ai parlé du nuage, vous examinez un nuage, vous avez une forme, vue de l'extérieur, il a l'air d'exister. Mais quand vous commencez à entrer dans le nuage, à essayer de trouver un nuage, vous n'en trouvez pas, c'est très difficile. Et c'est tout ce jeu de causes et de conditions qui font que ce nuage existe. Donc là, on est complètement au niveau de la forme. Mais par nature, ce nuage n'existe pas. Enfin, le dupe, c'est de croire que le nuage a une identité solide, immuable, c'est-à-dire qu'il existe par lui-même. Eh bien, nos pensées, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a cette perception complètement erronée
que nos pensées, elles existent seules par elles-mêmes. Tout est interdépendant, tout est enchevêtré. Vos pensées, vous croyez que vos pensées vous appartiennent. Mais vous allez voir, finalement, vous avez bénéficié d'un grand nombre d'influences depuis votre naissance. Vous avez vécu un grand nombre d'expériences, et tout ça a influencé votre pensée. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez cette manière de penser. Alors c'est vrai qu'on va dire, ça vient du passé, ça vient de mes parents, ça vient des traumatismes. C'est assez réducteur. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et alors, quand on commence à examiner ça un peu plus près, on se rend compte que finalement, on est complètement manipulé par nos propres pensées. Et quand, je reprends l'exemple des nuages, vos pensées, vos émotions, ce sont les nuages. Votre vraie nature, c'est le bleu du ciel. Quand vous arrivez à vous détacher suffisamment, vous prenez conscience de la vraie nature de votre esprit, le bleu du ciel, eh bien, vous avez un regard complètement différent sur vos pensées. Vous savez que ce ne sont que des nuages qui passent dans le ciel et qui ne peuvent pas vous affecter ce que vous êtes par nature. Et ça change tout. Et ça veut dire qu'à partir de là, en fait, vous n'êtes plus au service de vos pensées, mais ce sont les pensées qui sont à votre service. Voilà. Ah, je vois encore. Ça suscite des questions. Hein. Donc, le mieux, c'est qu'on vous fasse pratiquer. Donc, on va vous donner. Est-il illusoire de croire que nous pouvons changer l'autre que nous estimons ne pas être à notre convenance? Ben non, c'est un tort. Oui, c'est illusoire. L'autre ne va changer que parce qu'il le souhaite, parce qu'il y aspire. Et puis, c'est aussi pourquoi vous voulez tellement que l'autre change. Il y a toujours un dupe. Dans la relation, en fait, j'aime bien la notion, j'ai découvert ça, c'est un Américain qui parlait de co-création. Dans la relation, on est co-créateur de la relation. En fait, c'est pas nous qui sommes importants, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous amenons dans la relation qui est important, c'est ce que nous allons y mettre. Parce que automatiquement, nous allons enrichir la relation, et comme nous enrichissons la relation, on va automatiquement nous enrichir aussi, ça va nous revenir. Alors que dans une relation ordinaire, qu'est-ce qu'on fait ? On attend de l'autre, on veut qu'il soit conforme à nos attentes, on veut qu'il soit conforme à nos attentes, comme ça nous, déjà, on n'a pas à changer, et puis de toute façon, il répond à mes attentes, donc je suis satisfait. Sauf que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais parce que tout le monde change. L'être humain est en évolution constante. Vous avez une relation avec quelqu'un, vous allez changer au fur et à mesure. Vous allez mûrir, vos perceptions vont changer, vos sentiments vont changer, donc tout va changer sans cesse. Et est-ce que vous êtes capable d'accompagner ce changement tous les deux et de continuer à co-créer ensemble pour que cette relation soit épanouissante ? Ou vous allez vivre dans la frustration perpétuelle parce que l'autre n'est pas conforme à vos attentes, à vos aspirations. Toute la question est là. Alors maintenant, j'ai arrêté de répondre aux questions, d'ailleurs il n'y en a plus. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se passer si vous êtes intéressé. Donc vous l'avez compris, vous avez une démarche, je l'enseigne depuis 37 ans, elle a été enseignée à un très large public, en cabinet, on l'a affinée au fur et à mesure du temps pour la rendre plus précise, pour qu'elle réponde davantage à vos questions. On va vous donner un accès, puisque vous allez pouvoir essayer plusieurs exercices même, vous avez des enseignements. Elle se compose de deux choses. D'une partie, ce qu'on appelle l'enseignement, et l'autre aspect, c'est la pratique. Comme disent les maîtres zen, l'enseignement et la pratique, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. L'un ne peut pas aller sans l'autre, sinon on ne peut pas s'envoler. On a besoin des deux, les deux sont aussi importantes, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur l'écoute, mais pas l'écoute aveugle, c'est pas une adhésion, c'est pas un rejet non plus, c'est vraiment une écoute attentive pour pouvoir bien entendre ce qui est transmis, ensuite pour aller vers ce que les bouddhistes appellent une compréhension juste. Et ensuite on peut aller vers ce qu'on appelle la réalisation, parce que c'est la conscience qui va prendre le relais, qui va réaliser pleinement ce qui a été transmis. Et ça se passe à chaque fois comme ça. Donc vous avez une présentation écrite, une présentation audio, mais en fait la présentation écrite correspond à la présentation audio, elle est juste en version audio, c'est pour que vous puissiez avoir accès. Il y a des personnes qui aiment bien lire, d'ailleurs les deux se complètent, la lecture et l'écoute.
Donc on vous invite à écouter. On a fait en sorte que vous ne puissiez pas passer à l'audio suivant tant que vous n'avez pas écouté l'audio précédent. Parce qu'on avait des personnes qui trichaient, puis après ils venaient nous poser des questions alors qu'ils avaient les réponses dans le cours. Donc on s'est dit, on va faire ça avec un peu plus de sérieux. Donc on a mis en place ce système dont vous ne pouvez pas passer à la suite tant que vous n'êtes pas allé au bout de l'audio. Et ensuite vous pouvez écouter l'audio suivant. Ensuite, vous avez une présentation, vous avez parfois un ou plusieurs audios de présentation, et ensuite, vous avez l'exercice pratique. Alors, dans le premier niveau, par exemple, le tout premier exercice, vous allez le faire avec le support enregistré. Mais à partir de la deuxième semaine, c'est là où votre entraînement commence, à partir de la deuxième semaine, vous allez faire la même chose, sauf que l'audio, vous n'allez l'écouter qu'une seule fois et vous allez pratiquer seul. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'une part que vous deveniez autonome et d'autre part que vous puissiez permettre à votre attention de s'éveiller. Parce que tant que vous utilisez un support, en fait, vous ne faites pas l'effort d'éveiller votre attention. Et donc, vous n'acquérez pas cette stabilité. Vous êtes toujours dépendant du support. Donc, l'objectif, c'est d'être autonome. C'est pas que vous dépendiez de nous ou d'une voix. Ça, c'est la première chose. Et de semaine en semaine, comme ça, vous avancez et vous recevez une leçon par semaine. Et chaque fois, c'est très graduel. Chaque fois, on va un petit peu plus loin. Et vous avez un enrichissement de connaissances. Vous avez des pépites vraiment du début à la fin. Ce sont 31 clés, mais je dirais 31 pépites que vous allez voir. Souvent les personnes, quand elles arrivent à la fin des 3 niveaux, elles recommencent, elles nous disent, systématiquement elles nous disent, mais c'est incroyable, quand je réécoute, j'ai l'impression d'écouter un nouveau cours. Et il y en a qui l'ont fait mais plusieurs fois. On a des étudiants qui ont refait ça 3, 4, 5 fois. Et ils disent mais je ne me lasse pas d'écouter, de réécouter, parce que chaque fois je redécouvre un truc qui va approfondir encore ma pratique, qui va m'aider à aller un petit peu plus loin. Je redécouvre des clés, c'est absolument fantastique. Donc vous ne vous lassez jamais. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, vous pratiquez dans un esprit joyeux, vous vous accordez du temps pour vous, c'est un moment privilégié, très important, n'écoutez jamais ces audios en faisant autre chose. Alors, on a entendu, j'étais vraiment désolé, des personnes qui écoutent ça en voiture, moi je leur dis c'est un bruit de fond, vous n'entendez pas ce qui est transmis, donc choisissez un moment où vous êtes tranquille, où vous êtes calme, il s'agit de vous, il s'agit de votre réalisation, de votre bonheur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette démarche elle s'adresse à des personnes qui ont le désir de prendre leur vie en main, qui ont vraiment envie de se donner les moyens de réaliser leur vie. Et ça, c'est une démarche qui est éprouvée, comme je vous l'ai dit, je la transmets depuis 37 ans, elle est passée entre les mains de très nombreux professionnels, des professionnels de la santé, des scientifiques. On a d'ailleurs même des scientifiques qui ont donné des témoignages vidéo, vous pouvez aller sur le site, elles y sont. Et Dr Cyril Azif-Thomas aussi qui la recommande, et on a plein de médecins comme ça qui recommandent cette démarche. Donc vous avez quelque chose de vraiment rigoureux, de vraiment sérieux, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Il n'y a pas de dupe dedans. Donc voilà, et donc vous avancez comme ça de semaine en semaine. L'autre point qui est très important, c'est que vous n'êtes jamais seul. On ne va pas vous vendre une démarche avec des audios où vous vous débrouillez à la maison. On est là pour vous aider. Vous avez toute une équipe à votre service. D'ailleurs, quand vous allez voir le prix qu'on vous demande, vous allez trouver ça complètement ridicule parce que c'est tellement accessible, parce que vous avez en plus le suivi. Vous avez toute une équipe. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. On a des bénévoles, mais on a aussi Nathalie qui connaît très bien la méthode, qui la pratique depuis de longues années. Loïc qui est derrière la caméra en ce moment, et qui la connaît très bien, qui vous accompagne aussi, et donc Fabienne aussi, évidemment mon assistante, que vous aurez peut-être au téléphone, pas trop parce que la pauvre elle a du mal de suivre, donc en tout cas vous avez toute une équipe, et on a même fait mieux que ça, on a créé un groupe de soutien. Alors c'est sur Facebook, je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu fâchées avec Facebook, vous n'êtes pas obligé non plus vous pouvez toujours créer un compte, vous n'êtes pas obligé de mettre vos photos et tout ça, vous mettez juste l'essentiel, et sur ce groupe c'est extraordinaire, il y a une communauté de 6000 personnes. Si vous voyez, et encore tout récemment, on a eu un témoignage mais poignant d'une personne qui a mis en application ces démarches, qui a vu vraiment une transformation, les effets, c'est extraordinairement encourageant. Et donc les personnes qui sont sur ce groupe, ça les encourage à persévérer, à progresser. Et les anciens, avec une sagesse extraordinaire, apportent des éléments, donnent des réponses vraiment parfois, je trouve ça extraordinaire, on voit qu'ils ont vraiment bien intégré la démarche, et nous on intervient régulièrement sur ce groupe de soutien. J'ai créé ce qu'on appelle les posts de Bruno régulièrement, je crée des posts pour vous aider, et tout cela vient compléter la démarche.
Voilà. Alors, comment accéder à ces cours? Imaginons, vous avez envie, ça vous intéresse, vous voulez souscrire à ces cours. Vous avez deux options. La première, c'est vous pouvez y accéder sur votre espace client. Vous avez votre espace personnel. Vous avez une plateforme qui est superbe, qui est magnifiquement bien faite, sur laquelle vous retrouvez tout ce que je vous ai dit et bien d'autres choses. Et vous avez, ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le cadeau qu'on vous offre, c'est l'application. On a une application, on a beaucoup investi dedans. Regardez la colonne, la troisième colonne en partant de la gauche. C'est là où vous trouvez tous vos cours. Vous avez vos cours, comme ça, où que vous soyez, vous pouvez les retrouver. Vous avez les présentations écrites, présentations audio, exercices pratiques, etc. Et vous avez en plus plein de compléments au cours. Vous avez, parce qu'on fait énormément de gratuits, vous avez les balades de Bruno, vous avez les méditations collectives dont je vous ai parlé au début, vous avez des extraits de stages, vous avez même des petites méditations qui vous sont faites, et vous avez le mot du jour que publie régulièrement Nathalie. Et donc vous avez un enrichissement extraordinaire, vous avez énormément de choses qui vous sont apportées en plus des cours. Et je vous ai parlé, notre objectif, c'est pas, on n'est pas là pour s'enrichir, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, mais vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est aussi une association humanitaire et que l'argent qu'on récolte par les cours et par les stages nous servent pour financer des projets. Et donc, pour les cours, c'est pareil. Donc, vous êtes certainement déjà allé voir un professionnel pour la plupart. Vous savez qu'une séance, ça coûte entre 40, 150, parfois j'ai même vu 200 euros chez certains coachs. Évidemment, c'est pas tout le monde qui peut accéder à ça. Donc vous imaginez, vous faites, là vous avez 31 clés, donc 31 séances multipliées par le prix. Vous voyez tout de suite ce que ça va vous coûter. Une démarche, on va dire une formation à peu près équivalente. On a essayé à peu près de trouver ce que ça coûte. C'est entre 2000 et 3000 euros. Une formation telle que nous, on vous la propose. Eh bien, regardez, vous n'allez pas en revenir. La leçon, par clé, 11,29 euros. C'est simplement donné, c'est rien du tout avec le suivi. Alors on le fait par contre pendant 24 heures. Pourquoi 24 heures? Parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde, parce que nous, il faut qu'on assure le suivi. Donc si vous êtes trop nombreux, nous, on a un petit peu de mal de suivre. Donc pendant 24 heures, vous bénéficiez de ce tarif à 11,29 euros. Cela dit, ça reste très raisonnable, 31 euros la leçon, c'est rien du tout. Juste petite information que je vous donne, à partir du 10 octobre, on va augmenter nos tarifs parce qu'on est vraiment ras des pâquerettes. Vu les tarifs, vous voyez, nous on a un petit peu, donc les tarifs vont prochainement augmenter. Donc si vous avez vraiment envie d'en profiter, c'est le moment ou jamais. Donc vous allez sur coursbruno.fr. Sur la page, vous verrez partout des boutons pour faire l'essai. Donc vous avez 24 heures pour essayer. Et vous avez en plus, si vous commandez dans les 24 heures, ça c'est un cadeau magnifique. Normalement ça vaut 150 euros, c'est gratuit pour vous. 5 jours de stage en vidéo. Vous allez voir, c'est d'une richesse extraordinaire. Vous aurez l'impression d'être en stage. Vous allez avoir un atelier complet vidéo sur la confiance en soi. Normalement c'est 150 euros aussi. Vous avez 9 vidéos de 1 heure environ et 2 vidéos bonus de 15 minutes. Je parlais de l'importance de la confiance en soi. Donc là, franchement, c'est un superbe cadeau. Le CD du mois, ce sont des extraits de stages, d'ateliers que j'ai donnés et que vous allez avoir tous les mois en téléchargement. Donc rien qu'avec les bonus, si vous devez payer avec tous les bonus, vous en auriez déjà pour près de 1000 euros. Et là, vous en avez que pour 11,30 euros, ça veut dire 349 euros pour toute la formation. C'est 9 mois de formation. Donc vous voyez, c'est franchement rien du tout. Alors je vais répondre aussi à une question, parce qu'on a des personnes qui disent 9 mois, vous vous rendez compte? Là c'est pareil, vous allez aller de découverte en découverte. Pratiquement unanimement, les gens nous disent, mais quand ils arrivent au 3e niveau, ils disent mais c'est déjà fini. Donc ils s'y replongent, ils y retournent. C'est quelque chose qui va vous accompagner toute votre vie, tout le temps et dans tous les domaines. Donc vous avez vraiment quelque chose de... je suis convaincu que ça va beaucoup vous aider.
Alors, d'abord, moi, je vais vous remercier avant de quitter, mais ne partez pas tout de suite, parce que vous allez entendre Nathalie, pas Nathalie dont je vous ai parlé, qui vous accompagne, Nathalie qui est venue en stage, plusieurs fois d'ailleurs, qui suit les cours, elle va vous en parler. Vous verrez, c'est un magnifique témoignage, et vous verrez vraiment tout ce que ça peut apporter dans l'existence. Surtout, écoutez vraiment jusqu'au bout, ça vaut la peine. Et puis après, c'est à vous de jouer, à vous de voir si vous avez envie de prendre votre vie en main, d'avoir des clés valides, quelque chose qui tient la route. Et après, eh bien, j'espère qu'on aura le bonheur de se rencontrer peut-être à un stage, allez savoir, ou à une autre occasion, quand je donnerai une conférence publique, moi j'en donne de moins en moins. En tout cas, merci du fond du cœur, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. Non seulement c'est accessible à tous, j'ai débuté, je suis tout de suite rentrée dedans et ça a été ultra facile. Chaque personne qui souffre ou chaque personne qui veut donner un sens à sa vie, qui aspire au bonheur simplement, tout le monde y trouvera les clés et la réalisation de ce à quoi il aspire. La méditation, je connaissais absolument pas et je ne recherchais absolument pas la méditation. J'étais juste dans une phase de ma vie compliquée, gestion émotionnelle difficile. Je cherchais des clés et je me suis dit sur internet on va peut-être m'aider. Et je suis tombée par hasard sur une pub de Bruno. Il a dit 3 mots, ça m'a totalement interpellée. Alors d'habitude je swipe tout de suite les pubs, mais là je suis allée regarder. J'ai été impressionnée par la clarté et la pertinence de tout ce qu'il disait dans sa conférence. Donc là je m'y suis vraiment mise à fond. J'ai écouté toutes ces conférences, tout ce qui est gratuit, tout ce qui est accessible gratuitement. J'ai tout épuisé. J'ai écouté toutes ces balades. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, bon bah là, c'est juste une évidence, hein, ça, puisqu'il parlait de la méditation. Donc je me suis dit, bon ok, donc la méditation, tout ce qu'il dit, tout ce qui doit découler de la méditation, j'y vais. Je me suis inscrite à ces cours, d'ailleurs très rapidement, parce que j'ai épuré très vite tout ce qu'il y avait sur YouTube. Et je me suis inscrite à ces cours en me disant, bon bah si la clé du bonheur, elle est là, moi je veux y aller. C'est vraiment une transformation. La méditation, ça permet de poser un regard complètement différent sur toutes les difficultés de la vie qu'on peut rencontrer. Ça permet de prendre beaucoup de recul quand on sent monter ses défauts. Le mien, c'est peut-être un peu l'impulsivité, la colère. Ça va apaiser déjà quand on va choisir d'aller en méditation, mais après, ça infuse. Et la méditation, elle fait partie du quotidien, elle fait partie de la vie. Et on se rend compte que dans les petites choses de la vie quotidienne, notre façon de nous exprimer, notre façon d'interagir avec les autres, elle se transforme. Et grâce à la méditation, on peut se reconnecter à ce qu'on est réellement et aller dans l'amour. On peut vraiment aller se reconnecter aux gens et donc le bonheur, il est là. Le bonheur, après, il est au quotidien avec la méditation. Moi qui étais complètement novice il y a 2 ans, je ne connaissais vraiment pas du tout la méditation. D'ailleurs, je la recherchais pas. Je croyais que c'était un truc un peu perché là-haut. C'était un truc un peu bizarre. J'avais des préjugés certainement parce que je connaissais pas. Et à travers Bruno, j'ai découvert quelque chose de très concret. Rien à voir avec ce que j'imaginais, c'est pas du tout barré la méditation, c'est très ancré au contraire. C'est très simple, c'est ultra simple d'accès. Le cycle en plus il est fait de telle façon. J'ai appris à porter de l'attention sur mon corps grâce au premier cycle où vraiment on va à la rencontre de soi. Il y a un enseignement très très précis, très pointu, derrière une pratique qui colle parfaitement avec l'enseignement qu'il a donné avant. On peut pratiquer ça à n'importe quel moment en fait de la journée. Ça prend pas de temps en fait la méditation. Après ça dépend du temps qu'on veut y consacrer. On peut y consacrer 3 heures si on veut dans la journée. Mais même quelqu'un qui aurait envie d'y consacrer peu de temps, c'est totalement réalisable avec les cours de Bruno parce que vraiment ses méditations et son enseignement est très pointu. Non seulement c'est accessible à tous, comme moi, j'ai débuté, je suis tout de suite rentrée dedans et ça a été ultra facile. J'ai pris un plaisir fou à le faire. C'est vraiment une méditation joyeuse, c'est vraiment un plaisir de méditer. Maintenant que ça fait 2 ans que je médite, et beaucoup, et que ça fait partie comme un deuxième souffle pour moi dans la vie, même quelqu'un qui pratique depuis 10 ans, même peu importe, il y trouvera toujours son compte parce qu'il y a une richesse dans les cours incroyable. Faut écouter. Moi j'en suis à je sais pas combien d'écoutes. À chaque fois il y a quelque chose de plus précis, plus pointu, qui m'amène plus loin, donc c'est génial. Les cours, je les ai découverts à travers un ordinateur et ça m'a donné envie 2 mois après de me dire alors il y a un stage qui est proposé, c'est quoi ce stage? Faut que j'y aille. Et là je l'ai vu en vrai. Moi Bruno, je le trouve incroyable dans son approche, je le trouve incroyable en termes de personnage parce qu'il est d'une simplicité vraiment évidente. On ne soupçonne même pas la portée de la méditation et de ses enseignements
qu'on reçoit avec Bruno, chaque personne qui souffre ou chaque personne qui veut donner un sens à sa vie, chaque personne qui aspire au bonheur simplement, clairement, les cours de Bruno, tout le monde y trouvera les clés et la réalisation de ce à quoi il aspire. Et les personnes qui viennent juste pour la relaxation, elles sont pas prêtes. Elles verront beaucoup plus que ça.